Chang University Newsroom. Chang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Chang dans votre podcast Chang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo. Bonjour, nous sommes le 30 juillet 2025 au sommet de Chang University Newsroom. L'université de Chang brille de mille feux en Allemagne. Le professeur Albert Guafo, germaniste, vient de recevoir le prix Jacob and Wilhelm Grimm 2025. Cette distinction, décernée par l'Office allemand d'échange universitaire, récompense chaque année un chercheur pour sa contribution dans l'avancée des études germaniques. Vous entendrez le récipiendaire aborder le combat qu'il mène pour la reconnaissance par l'Allemagne des objets qu'elle a spoliés au Cameroun. Invité de cette édition, le désormais professeur d'université praticien hospitalier Fernando Kempta Lekpa, le rhumatologue enseignant-chercheur à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, nous parlera de ses perspectives scientifiques et cliniques à la suite de ce concours qu'il a brillamment réussi en France. La thèse du jour est celle du docteur Patrick Junior Ngouné. Elle se situe dans le champ de l'histoire politique. L'auteur a fait partie de la commission Mémoire France-Cameroun. Voilà pour le sommaire. L'actualité du jour. Une fois encore, l'université de Chang brille sur la scène internationale. Le professeur Albert Guafo est lauréat 2025 du prix Jacob and Wilhelm Grimm. L'enseignant-chercheur du département des langues étrangères appliquées à la faculté des lettres et sciences humaines a reçu son prix le 23 juillet 2025 à l'université de Graz en Allemagne. Cette distinction, instituée depuis 1995 par l'Office allemand d'échange universitaire, la DAD, récompense les chercheurs qui se distinguent dans le champ des études germaniques dans le monde. Le prix a une valeur de 10 000 €, assorti d'un séjour d'un mois de recherche en Allemagne, tous frais pris en charge. Le professeur Albert Guafo travaille avec acharnement ces dernières années sur la question des objets culturels pillés par l'Allemagne au Cameroun pendant la période du protectorat. Il co-dirige avec le professeur Bénédicte Savoie de l'Université technique de Berlin le projet de recherche baptisé Reverse History of Collections from Cameroon in German Museums. Ce groupe a publié en 2023 l'ouvrage intitulé L'Atlas de l'absence, le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne. Du 9 au 10 janvier 2025, ce groupe de recherche où l'on retrouve aussi bien les chercheurs allemands que camerounais a organisé un atelier à l'université de Chang. Il était question de sensibiliser les étudiants aux enjeux de la reconnaissance par l'Allemagne de cette spoliation culturelle à grande échelle. Dans l'extrait qui va suivre, le professeur Albert Guafo précise d'où part son intérêt pour cette question de spoliation culturelle. Moi, je suis germaniste de formation, mais j'ai travaillé beaucoup sur des questions historiques dans ma thèse professorale parce que j'ai travaillé sur le transfert de savoir entre le Cameroun et l'Allemagne en contexte colonial, c'est-à-dire entre 1884 et 1919. Et au cours de ces recherches, à l'époque, j'ai travaillé sur des outils littéraires. J'ai constaté qu'il n'y avait pas que la littérature qui a été produite par les Allemands sur le Cameroun et qui était une source inépuisable de savoir sur les réalités camerounaises antécoloniales. Donc, quand j'ai fini avec la thèse professorale, j'ai commencé à regarder mes sources que j'avais conservées, comment je pouvais évoluer et j'ai eu la chance de tomber dans le cadre d'un conseil scientifique sur la provenance de recherche où Bénédicte et moi, nous avions été désignés comme membres de ce conseil par le ministre allemand pour les médias et la culture de l'époque. Et au hasard des échanges, on est tombé d'accord qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir cartographier le bien culturel camerounais présent en Allemagne et absent du Cameroun. Voilà le départ. Comme je l'ai dit, nous avons préparé un projet qui a été validé par cette association allemande et qui a mis à notre disposition les moyens pour pouvoir mener à bien cette recherche qui a consisté d'abord à signer une convention de coopération avec l'Université de Chang et l'Université technique de Berlin et ensuite à désigner les membres de l'équipe des deux côtés
devaient travailler sur les projets. En 2023, c'est-à-dire pratiquement 3 ans après, nous sommes arrivés à la fin de la première phase de ce projet dont les résultats ont été publiés dans ce livre que nous avons appelé Atlas de l'absence. Quand le livre a été diffusé, il a eu un écho très favorable. D'abord, à travers les retombées de cette recherche, il y a eu 2 thèses qui ont été soutenues. Il y en a encore qui sont en voie d'être soutenues. Et c'était un des points positifs pour le bailleur de fonds qui était l'Association allemande pour la recherche. Et nous avons déposé maintenant un autre projet, phase 2, pour pouvoir valoriser, communiquer sur les résultats de cette recherche. Soulignons que c'est en 1997 que le professeur Guafo soutient sa thèse en littérature et culture germanique à l'université de la Saarland en Allemagne. C'est dans la même institution qu'il soutient une thèse d'habilitation à diriger les recherches en 2006. Depuis 2015, il est professeur titulaire. Il occupe en ce moment le poste de chef de division des affaires académiques, de la scolarité et de la recherche à la faculté des lettres et sciences humaines. Il a par le passé été chef de département des langues étrangères appliquées au sein de cet établissement. Les épreuves écrites du concours d'entrée en première année des cycles BTS et DUT de l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de l'Université de Tchang à Banjul auront lieu les 14 et 22 août 2025. L'établissement souhaite enrôler 1620 étudiants pour l'année 2025-2026. Plus de détails dans ce spot. Je suis informaticienne. Je conçois des solutions numériques pour des entreprises au Cameroun et à l'étranger. Tout ceci grâce à l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de l'Université de Tchang à Banjul. Toi aussi, forme-toi dans les domaines de pointe tels que la mécatronique automobile, le génie informatique, le génie thermique, le génie biomédical, le génie civil, la production de l'eau, pour ne citer que cela. Pour l'année 2025-2026, 1620 places sont ouvertes au cycle BTS et DUT. Il suffit d'être titulaire du baccalauréat ou du DCE Advanced Level. Dépôt des dossiers jusqu'au 13 août pour le DUT et jusqu'au 21 août pour le BTS. Les concours auront lieu le 14 août pour le DUT et le 22 août pour le BTS. Inscris-toi vite et télécharge ta fiche sur sigesonline.univ-tchang.org. En cas de difficulté, appelle le 696 88 26 30. À l'IUT Photo-Victor, ton succès est notre mission. Dans le même registre, il existe un master professionnel en arômes, parfums et cosmétiques à la faculté des sciences de l'université de Tchang. Pour l'année universitaire 2025-2026, 30 places sont offertes pour le master 1. Les candidats devront être titulaires d'une licence en chimie, biochimie, biologie, pharmacie ou dans les domaines connexes. Les intéressés ont jusqu'au 3 octobre 2025 pour soumettre leur dossier de candidature à la scolarité de la faculté des sciences. Toujours sur le plan académique, la cérémonie de proclamation solennelle des résultats de l'année universitaire 2024-2025 à l'université de Tchang aura lieu le jeudi 31 juillet 2025 à partir de 9h. Ce sera au Centre international des conférences Sa Majesté Ndjoumessi Mathias. Il est prévu une remise des prix aux meilleurs docteurs ainsi qu'aux meilleurs porteurs de projets à l'IUT Photo-Victor de l'université de Tchang à Banjul. L'invité du jour. La prochaine session du comité consultatif des institutions universitaires du Cameroun fera sans doute de lui un maître de conférence en sciences cliniques. Normal, puisque le 17 juin 2025 à Paris, Fernando Kempta Lekpa, médecin rhumatologue et enseignant-chercheur à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, a été reçu au prestigieux concours pour le recrutement des professeurs d'université et praticiens hospitaliers, PUPH. C'est l'équivalent du concours d'agrégation. Cet ancien élève du lycée classique de Tchang est l'invité de cette édition de Tchang University Newsroom sur Radio Campus UDS. Professeur Kempta, nous sommes donc avec vous ici à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques. Ça fait quelques semaines que vous avez été reçu à un concours prestigieux en France. C'était un concours qui s'appelle concours de recrutement des praticiens hospitaliers professeurs d'université. Expliquez-nous de façon très concrète, c'est quoi ce concours-là? Le concours, c'est le concours des PUPH, concours des praticiens hospitaliers professeurs d'université de la France. C'est un peu l'équivalent du concours d'agrégation du CAMES. C'est un peu le même concours au niveau national
international organisé par les CCU pour la promotion au grade de maître conférence agrégé au Cameroun. Quelles sont les étapes pour être admis à ce concours-là? Globalement, il y a 3 étapes pour ce qui concerne ce concours. La première étape, c'est faire preuve d'un aspect hospitalier qui représente les soins, avoir une pratique hospitalière qui est correcte, qui est appréciée. La deuxième étape concernant ce concours, c'est l'enseignement. Il faut le dire, avoir un certain nombre d'heures d'enseignement acceptables, essentiellement dans les 5 dernières années. Et le troisième aspect, qui est le plus difficile à mon avis, c'est l'aspect de recherche, où il faut, au fil des mois, au fil des années, pouvoir produire un certain nombre de travaux scientifiques de qualité indexés dans des revues internationales, en particulier la base de données PubMed du Congrès des États-Unis. Au fil de cela, lorsqu'on a ce nombre de recherches à faire, on a un minimum de points qu'il faudrait avoir pour pouvoir avoir les prérequis pour ce concours. Et les épreuves en elles-mêmes, comment elles se passent? Les épreuves, essentiellement, elles sont de 3 ordres, qui sont des épreuves orales, toutes. Il y a une épreuve dite d'enseignement, destinée aux étudiants de 4e et 5e année de médecine. Une épreuve toujours d'enseignement où on doit se mettre dans les conditions pour pouvoir donner cours aux étudiants en spécialisation de médecine, tout en sachant qu'une leçon donnée aux étudiants de 4e année et de 5e année de médecine n'est pas donnée dans les mêmes conditions ni dans les mêmes objectifs. Et la troisième épreuve, qui est l'épreuve des titres et travaux, qui vont apprécier dans le passé, dans le présent et les perspectives futures du candidat dans ses soins à l'hôpital, dans l'enseignement et dans la recherche à l'hôpital ou bien la recherche clinique ou fondamentale de façon globale. Je précise que vous avez été reçu dans la spécialité rhumatologie puisque vous êtes médecin rhumatologue. Dites-nous, la rhumatologie, c'est quoi concrètement? C'est une discipline qui n'est pas très connue dans nos hôpitaux, en tout cas. La rhumatologie, c'est cette partie de la médecine interne, c'est une branche de la médecine interne qui va s'occuper des pathologies non traumatiques de notre appareil locomoteur. Notre appareil locomoteur, c'est quoi? Ce sont les muscles, ce sont les os, ce sont les articulations, ce sont les ligaments, les tendons, les bosses, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de nous mobiliser. Et cet appareil locomoteur peut être la source d'un certain nombre de dérèglements et qui vont donner ce que nous appelons de façon globale des affections rhumatismales ou tout simplement des rhumatismes. Et le rhumatologue, c'est ce spécialiste-là qui va s'occuper de prendre en charge ces maladies. Je précise que vous êtes également déployé à l'hôpital général de Douala de façon permanente, mais que à l'occasion de vos heures d'enseignement à la faculté de médecine, de sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang, vous consultez également des malades à l'hôpital régional annexe de Tchang. Alors, est-ce que vos services sont suffisamment, on va dire, sollicités quand on sait que dans nos villages, dès que vous avez mal aux articulations, on prévoit des décoctions, des choses comme ça? Donc, nous sommes assez souvent sollicités en matière de rhumatologie. C'est une discipline qui a été méconnue il y a encore quelques années, mais aujourd'hui, la rhumatologie, elle est connue. Nous avons une population qui est de plus en plus instruite, également de plus en plus vieillissante. Donc, cette population aura recours à des soins de qualité parce que des gens instruits savent qu'il faut éviter certaines situations qui n'ont pas apporté les preuves. Donc, on les voit de plus en plus à l'hôpital. On a une pratique, ou du moins moi particulièrement, j'ai une pratique qui est assez pleine, que ce soit ici à l'hôpital régional annexe de Tchang ou bien à l'hôpital général de Douala, où de nombreux patients doivent parfois attendre des semaines, voire des mois pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Alors, maintenant que vous avez passé ce concours, la suite c'est quoi sur le plan de votre carrière professionnelle, que ce soit comme enseignant-chercheur ou bien comme clinicien à l'hôpital? La suite, c'est pouvoir aller toujours de l'avant dans les différents aspects, le soin, l'enseignement et la recherche. C'est pouvoir fournir aux populations des soins de plus grande qualité, pouvoir se dire, avec le standard que nous avons obtenu à travers ce concours, d'amener les populations à faire confiance au système de santé, à se soigner sur place et savoir que nous avons des compétences qui sont extrêmement fortes, permettant de limiter également les évacuations à l'étranger. L'autre aspect, avec ce titre, si la hiérarchie nous suit dans le mouvement, ça permettrait également le recrutement d'autres rhumatologues à l'hôpital, ça permettrait le recrutement d'autres enseignants en rhumatologie, de manière à pouvoir créer une véritable équipe de recherche, une équipe de soins pour pouvoir prendre en charge le plus grand nombre de patients et
pouvoir nous occuper de notre population dans les meilleurs délais possibles, parce que il faut se dire, seul, vu la charge du travail, nous avons des délais de consultation qui sont énormes. Et en ayant une équipe vraiment constituée, ces délais-là vont être réduits et ça va nous permettre de discuter avec les autres collègues avec qui nous partageons la spécialité pour pouvoir avoir une prise en charge optimale de nos patients. Alors, on a déjà 2 promotions de médecins à la faculté de médecine et sciences pharmaceutiques. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à cette discipline pour la spécialisation? Nous en avons qui s'intéressent à cette spécialisation. Oui, dans ces 2 promotions, j'ai été approché déjà par des étudiants qui n'avaient pas pris de sujet de thèse en rhumatologie. Leur désir de faire de la rhumatologie demain. Je ne cite pas ceux qui ont pris des thèses en rhumatologie, qui sont très intéressés par la spécialité. Et je pense, comme l'un m'a dit, le fait d'avoir cédé à ce grade de PUPH font que leur engouement pour la discipline est de plus en plus important et ils souhaiteraient suivre les pas que nous sommes en train de créer afin d'augmenter le nombre de rhumatologues au Cameroun. Alors, dernière question. En fouillant un peu, on voit que votre papa a été enseignant-chercheur dans cette université. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a porté un peu chance? Je ne dirais pas que ça m'a porté chance. On peut le dire, mais je ne dirais pas. Parce que déjà, il faut le dire, j'avais choisi la médecine parce que je ne voulais pas être enseignant. Donc, mais lorsqu'on a un papa qui est enseignant et qui a été toujours très proche de nous, qui nous faisait participer à ses travaux à la maison, j'ai personnellement acquis un certain nombre de qualités d'enseignant. Et une fois le diplôme de docteur en médecine en poche, le diplôme de spécialisation, je m'étais rendu compte que j'avais déjà cette capacité à retransmettre les connaissances à mes cadets. Et c'est avec les autres maîtres que j'ai eus dans mon parcours, ils m'ont amené à entrer dans cette discipline. Donc j'ai eu une boussole, oui, ça c'est sûr. Pas une boussole en espagnol comme était mon papa, mais quand même une base de formation à domicile, je peux le dire, qui, de façon consciente ou non, ont favorisé le choix d'une carrière universitaire. Je pense qu'il est fier de moi. Il m'a toujours soutenu. Malheureusement, la Providence n'a pas voulu qu'il soit là pour apprécier ces choses, les choses qui se passent aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'il doit être fier parce que je pense qu'il avait vu loin pour moi. Il aurait aimé que je lui ressemble et c'est quelque chose que j'ai eu toujours à cœur de faire. Et mon impression, oui, je pense avoir des parents qui, de là où ils sont très fiers de moi. Merci. Merci. La thèse du jour. Le 31 mars 2023, le docteur Patrick Junior Ngouné soutient à l'université de Tchang une thèse de doctorat en histoire intitulée « Processus de décolonisation et transmission du pouvoir colonial en Afrique centrale française, importance des forces administratives et anti-révolutionnaires entre 1944 et 1975 ». L'auteur travaille par la suite dans la commission Mémoire France-Cameroun mise en place conjointement par les gouvernements français et camerounais. Il a été reçu par Elvis Ali pour nous livrer le contenu de sa thèse. Docteur Ngouné Patrick Junior, merci de nous avoir accordé de votre temps dans le cadre de notre émission Tchang University Newsroom. En effet, nous sommes là pour en savoir plus sur votre thèse que vous avez soutenue le 31 mars 2023 dans la discipline de l'histoire. Tout en nous rappelant le thème de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous rappeler les objectifs de votre thèse? Je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez pour mes travaux. En réalité, le titre de ma thèse est « Les processus de décolonisation et transmission du pouvoir colonial en Afrique centrale française, importance des forces anti-révolutionnaires et administratives entre 1944 et 1975 ». Je dois dire que à l'origine de ce travail, il y a une question fondamentale qui était déjà posée par Richard Joseph en 1977 et qui consistait à dire que comment les forces qui rejettent l'idée d'indépendance dans les processus de décolonisation sont celles qui prennent le pouvoir après ce moment historique-là. Et donc, cette contradiction m'a amené à analyser ce que nous avons appelé les forces anti-révolutionnaires et administratives dans le processus de décolonisation. Bien évidemment, nous sommes partis de la définition que donne l'historien des idées Zev Sternel sur les anti-lumières pour systématiser cette recherche-là. Et nous nous sommes
adossé sur la perspective de la post-colonie d'Achille Mbembe, qui pose également une question fondamentale, à savoir quel est le rapport entre le frère et le frère lorsque le blanc a quitté l'Afrique, et dont nous avons décidé d'analyser l'influence de ces forces anti-révolutionnaires et administratives dans les processus de décolonisation et de transmission du pouvoir colonial en Afrique centrale française. Quand nous parlons d'Afrique centrale française, nous parlons de l'espace de l'Afrique centrale qui a été occupé, colonisé et administré par l'ancienne puissance coloniale française. La question fondamentale que nous nous sommes posée, c'est de savoir comment les autochtones qui sont proches de l'administration coloniale influencent les processus de décolonisation et de transmission du pouvoir colonial. Et donc, l'objectif de cette thèse était de montrer que les autoritarismes qui émergent après les indépendances en Afrique centrale française sont la conséquence de ce que les élites qui prennent le pouvoir sont complètement contre l'idée de liberté, contre l'idée de l'innovation, contre l'idée d'ouverture. Voilà pourquoi ils construisent les pouvoirs autoritaires en Afrique centrale française. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats que vous avez obtenus après votre recherche? Je dois dire d'emblée que au moment où nous avons entamé le terrain de cette recherche, nous étions en pleine crise du Covid. Et cela n'a pas été évident, mais grâce à la collaboration avec les centres de recherche en France, au Congo, Brazzaville et au Cameroun, nous avons pu avoir la matière nécessaire pour pouvoir analyser la mobilisation de ces élites conservatrices-là dans les processus de décolonisation et de transmission du pouvoir colonial. Et il ressort justement que les forces anti-révolutionnaires en Afrique sont de nature très complexe, c'est-à-dire que leur processus de fabrication intègre un ensemble d'éléments qui peut être lié aux influences des traditions africaines, aux influences de la colonisation, notamment l'importance des conseils de notables, l'importance de la religion, mais aussi on a relevé que ces élites anti-révolutionnaires sont également forgées par rapport à la violence coloniale. Alors, cela nous a permis, afin de constater que la nature des forces anti-révolutionnaires et administratives est complexe, elles sont issues de différents moules et que par ailleurs, les identités politiques conservatrices en Afrique centrale sont également plurielles. Nous avons pu constater qu'il y a parmi les forces anti-révolutionnaires celles qui sont réactionnaires, qui réprouvent complètement l'idée de la liberté et utilisent le discours comme les armes pour pouvoir réagir contre les forces progressistes. Il y a aussi les forces conservatrices sont également réformistes. Certains auteurs considèrent que les réformistes sont des progressistes, mais en réalité, les réformistes qui s'adossent sur l'idée du réalisme politique sont des forces conservatrices qui considèrent que la colonisation devrait évoluer pour permettre aux Africains de prendre en charge leur propre destin. Il y a aussi ce qu'on a appelé les démocrates chrétiens. Et l'un des exemples, c'est l'abbé Barthélemy Boganda de l'ancienne Ubangui-Chari qui est devenue aujourd'hui la République centrafricaine. Ce sont ceux qui s'adossent sur la doctrine sociale de l'Église pour pouvoir contester l'autoritarisme et la violence de la colonisation et revendiquer le bien-être pour les colonisés. Le troisième résultat auquel nous sommes parvenus, nous avons privilégié le concept de transmission à celui de transfert qui pour nous était plus mécanique, alors que l'élément de la transmission, on voit bien l'héritage qui est véhiculé, qui est transmis à travers les codes, les pratiques, les normes et tout ça. Et donc, pendant un moment de transmission du pouvoir, nous avons constaté qu'elle n'était pas complètement pacifique comme on l'a toujours considéré. Elle n'était pas octroyée, c'est-à-dire qu'il y a eu des jeux de pouvoir, des jeux d'intérêt qui se sont mis ensemble pour favoriser une transmission du pouvoir qui était quand même agitée, mais qui était fondée sur l'élément que toutes les élites autochtones qui devaient être, on va dire, sélectionnées un peu comme l'a relevé Nicolas Bancel, devaient être celles qui sont proches de l'administration coloniale. Ça veut dire que le pouvoir colonial ne pouvait pas mettre quelqu'un au pouvoir qui n'est pas d'accord avec ses idées. Et notre travail se termine justement par une analyse qui consiste à montrer que toutes ces élites qui ont pris le pouvoir après les indépendances là reproduisent les mêmes pratiques coloniales de gestion du pouvoir. On sait que le pouvoir colonial est un pouvoir essentiellement autoritaire et donc ces élites qui prennent le pouvoir là reproduisent des espaces, on va dire, fermés où les voix discordantes n'ont pas droit au chapitre, où les oppositions n'ont pas
le droit de se déployer. Et ce qu'on observe toujours en Afrique centrale, parce que depuis les indépendances, il n'y a pas eu véritablement des pouvoirs, des hommes qui ont structuré une idée de la liberté qui favorise justement l'émergence d'une société démocratique comme l'a structuré Pierre Rosanvallon. Donc, cela suscite des recommandations, sûrement, dans le cadre de votre travail. Est-ce qu'on peut avoir quelques-uns de ces recommandations-là que vous avez citées dans votre travail? Les recommandations peuvent simplement partir d'une observation pour faire un appel, justement. Après les indépendances, et notamment à partir des années 1990, il y a eu ce qu'on appelle le vent de l'Est et des mouvements politiques qui ont réinvesti l'espace politique pour revendiquer l'avènement de la démocratie dans les pays d'Afrique centrale. On a vu les mouvements au Cameroun avec l'organisation de ce que le régime a appelé la tripartite. On a vu les mêmes manifestations au Gabon, au Congo, Brazzaville avec les conférences nationales souveraines. Tous ces mouvements d'espoir sur le fait de structurer des aspirations populaires en ce qui concerne l'émergence des institutions véritablement démocratiques. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler des restaurations autoritaires, c'est-à-dire que ces mouvements-là ne sont pas toujours parvenus à prendre le pouvoir, et donc la recommandation que je peux faire, c'est simplement une sorte d'espoir que dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique centrale et qui est considérée par certains analystes comme le cœur des ténèbres, parce que justement depuis les indépendances, on n'a pas vu un seul pays marcher dans la mouvance d'une société démocratique. Nous fondons l'espoir que des mouvements de jeunesse qui luttent actuellement à l'intérieur de ces pays-là, les sociétés civiles qui se battent au quotidien malgré les fortes répressions qu'elles subissent, soient capables d'influencer le cours de l'histoire et de permettre que nous puissions vivre dans des sociétés démocratiques. Quand on parle de sociétés démocratiques, on parle de sociétés où le bien commun, il est partagé, il est structuré et où les institutions favorisent justement l'alternance au pouvoir et n'existent que pour répondre aux aspirations de la population. Et donc nous avons l'espoir que l'Afrique centrale ne sera plus désormais appelée ou considérée comme le cœur des ténèbres, que ce sera un espace où la liberté de l'individu prime, où le sens du commun et les institutions démocratiques soient vraiment fortes. C'est vraiment l'espoir que nous formulons sous forme de recommandations à l'issue de ce travail que nous avons mené, que nous continuons de mener dans le cadre d'autres activités. Merci infiniment, docteur. Je vous remercie. Allez, c'est la fin de cette édition de Tchang University Newsroom sur Radio Campus UDS. Elvis Ali, Ndrish Asongo, voilà le duo qui vous offre cette séquence de radio sur les plateformes digitales de l'Université de Tchang. Bien évidemment, l'UDS est l'unique productrice de ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de Radio Campus UDS, notamment sur YouTube et Facebook. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau podcast. À très bientôt. Tchang University Newsroom. Tchang University Newsroom, tous les lundis, mercredis et vendredis, écoutez votre podcast d'information, une production de la Radio Campus. Retrouvez l'actualité sur le campus de l'Université de Tchang dans votre podcast Tchang University Newsroom, une présentation d'Indrish Asongo.